Mariana, bonjour. On va passer un petit moment ensemble pour parler des conséquences d'une éducation toxique sur les blocages professionnels et la souffrance au travail. Alors, première question, avant tout, qu'est-ce que tu entends par famille toxique? Une famille toxique, c'est un terme un peu fourre-tout. Ça va de légèrement dysfonctionnel, comme on dit dans les milieux autorisés, à franchement pervers, comme on dit sur YouTube. Une famille toxique, c'est quoi? En fait, on a des points communs dans ce panel de comportements. Quand on est dans une famille toxique, ça veut dire que premièrement, on est en insécurité permanente. Ça veut dire que au lieu de s'ouvrir à l'autre quand on grandit, au lieu d'aller explorer le monde et de jouer à tous les jeux de la terre avec les autres enfants, on va se protéger, on va mobiliser sa ressource pour éviter la relation à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation, ça veut dire qu'on joue des relations figées toujours depuis la même place. Soit on va contenir tout le monde, faire le psy, la psy, se suradapter aux besoins des autres, et en fait c'est toujours une place figée, on a l'impression, comme on s'adapte à tout le monde, qu'on est en train de bouger. En vérité, on est toujours en train de se suradapter, donc on est tout le temps dans le même type de posture. Soit on va jouer tout le temps le même personnage, ce qui nous permet de maintenir l'autre à distance, et en fait, on joue toujours le même rôle partout. Ça, c'est l'une des conséquences de l'éducation toxique, c'est-à-dire que on met en place des stratégies qui visent à nous protéger de la relation. Le deuxième critère des relations toxiques, c'est qu'on n'est pas éduqué pour grandir comme un humain, comme un sujet, comme celui qui va pouvoir choisir sa vie. On est éduqué comme un objet, c'est-à-dire qu'on est tenu de se conformer aux attentes. Soit on le fait et on est le bon objet qui se conforme bien, soit on ne le fait pas, on n'y arrive pas, on est le mauvais objet, soit on est l'objet dont on ne sait pas quoi faire, celui qu'on n'attendait pas, celui qui encombre, et de toute façon, on est quand même un objet, sauf qu'on est un objet non qualifiable, ni bon ni mauvais, juste on ne sait pas quoi en faire de celui-là. Voilà. Donc, grandir dans une famille toxique, c'est ne pas avoir appris qu'on avait le droit d'être un humain et ne pas comprendre ce que ça signifie d'être le sujet de sa vie. Et le troisième critère, qui me paraît fondamental, c'est le rapport au pouvoir. Pourquoi? Parce que quand on est un enfant, par définition, on est un bébé et on est totalement impuissant face à des parents qui, eux, sont en situation de toute puissance. Ils ont pouvoir de vie et de mort. C'est-à-dire qu'un bébé, tu le nourris pas, tu le laisses dans un coin, il va finir par mourir. Donc, c'est toi, en tant que parent, qui as le pouvoir de vie et de mort. Alors, après, il y a des lois qui font que tu n'as pas le droit d'eux. Mais symboliquement, tu es tout puissant. Et le problème, c'est que les parents un peu dysfonctionnels ou pas du tout dysfonctionnels, ils savent que même s'ils ont cette espèce de pouvoir-là, leur boulot, c'est de ne pas en abuser. Mais quand tu es dans une famille toxique, le rapport au pouvoir que tes parents peuvent avoir, ce n'est pas forcément un rapport sain au pouvoir. Et donc, ils vont eux-mêmes osciller entre je suis tout puissant ou de l'autre côté, je suis complètement impuissant, je suis complètement dépassé, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas prendre mes responsabilités. Et donc, tu te retrouves avec des parents qui ne savent pas assumer leur propre pouvoir de façon saine, de façon équilibrée, de façon juste. Et donc, ils ne risquent pas de t'apprendre à le faire toi aussi. Forcément. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit tu as un parent tout puissant qui veille bien à ce que tu restes impuissant, soit tu as un parent impuissant qui, du coup, n'a pas les moyens de calmer et de cadrer et de poser des limites à la toute-puissance de l'enfant qui est normal. À 3 ans, l'enfant, il croit qu'il est le centre du monde. Et c'est normal. Voilà. Ouais. C'est normal, mais il ne faut pas que ça dure. Voilà. Et donc, ce que je te disais, donc, c'est que qu'est-ce qu'on retrouve dans les familles toxiques? Des problèmes de relations, des problèmes de rapport à l'objet et une incapacité à être un sujet, et des problèmes de rapport au pouvoir. C'est-à-dire que pour t'enseigner à devenir
autonome et puissant dans ta propre vie, tu as besoin d'avoir des parents qui eux-mêmes sont un petit peu au clair avec les notions de pouvoir et ne sont pas soit dans la toute-puissance, soit dans l'impuissance, soit les deux à la fois, mais jamais dans un entre-deux sain. Voilà. Ouais. Merci. Et en entendant tout ça, effectivement, tu parles de la famille toxique, mais de quelle manière, même si on entrevoit déjà un petit peu, est-ce que ça va se transposer dans la sphère professionnelle? Alors, le lien entre les deux, il est assez simple, c'est que tu joues dans ta vie professionnelle des enjeux qui ont été centraux dans ta vie familiale et éducative. Au travail, tu es obligé d'être en relation avec des gens. Mm. Tu es obligé de construire ta place. Si possible, en n'étant pas un objet aliéné par ton patron, le système, l'économie mondiale, si possible, je sais que ce n'est pas évident. Sauf que si tu te penses toi-même déjà comme un objet, ça va être difficile de lutter contre ça. Et si possible, en exprimant ton juste pouvoir dans les situations, en ayant du pouvoir sur ton environnement, en pouvant construire des choses, créer des choses, te sentir un minimum autonome et un minimum aux manettes de ton activité, de ton métier, de ta vie. Ces enjeux-là que tu vas jouer au travail, ils trouvent leur origine dans l'éducation. C'est-à-dire que ta famille, c'est tes premières relations, c'est eux qui t'apprennent de base à être en relation et qui vont te permettre de te sécuriser suffisamment pour aller entrer en relation avec le reste du monde ou pas. C'est tes parents qui te donnent ta première place ou pas. Ils peuvent ne pas t'en donner. Ils peuvent te donner la bonne place, ils peuvent te donner la mauvaise place, ils peuvent ne pas t'en donner du tout. Mais ça reste quand même dans le milieu familial que tu expérimentes ce que c'est d'avoir ou pas une place. Et donc, si on ne t'en donne pas, c'est difficile après de comprendre ce que ça veut dire et d'essayer d'aller construire la tienne ailleurs. Si on te donne toujours la bonne place, tu vis dans la peur permanente de ne pas avoir la bonne place ailleurs. Parce que tu as compris que si tu n'avais pas la bonne place, tu n'étais plus rien. Et de la même manière, si dans ta famille, on t'a donné la mauvaise place, que tu es le vilain petit canard, le bouc émissaire, que tu t'en prends plein la tronche, bah, ça va être difficile d'aller construire ta place ailleurs et de te dire, si ça se trouve, ça va recommencer. Et dès que je fais une erreur, je vais m'en prendre plein la tronche. Et ça fait de toi quelqu'un qui vit dans la terreur, qui est prêt à n'importe quoi pour essayer de ne plus être à la mauvaise place. Et ça oriente tes comportements, tes positionnements. Et de la même manière, c'est dans ta famille qu'on t'apprend à gagner en autonomie. C'est-à-dire que tu arrives, tu es impuissant, et petit à petit, on est censé faire en sorte que tu deviennes un adulte relativement autonome. C'est jamais fini, et à 18 ans, tu n'es pas un produit fini, tu vois, mais tu es censé être suffisamment autonome pour pouvoir voter en ton âme et conscience, pour pouvoir bosser, pour pouvoir choisir tes études. À 18 ans, tu peux te marier, tu peux être parent. Donc, on est censé, en tant que parent, t'amener aussi loin que possible dans le niveau d'autonomie que tu peux avoir, sachant que c'est juste une base et après tu continues à. Mais si le rapport au pouvoir qu'on t'a transmis, c'est un rapport au pouvoir qui est mal foutu, entravé, malsain, tu vas aller jouer ça partout au boulot, là où on te demande d'exprimer ton pouvoir, tes compétences, de construire des choses, d'avoir des idées, de manager des gens peut-être, de monter des projets, et tu essaies de faire ça avec un niveau d'autonomie foireux, avec une représentation du pouvoir qui est toxique, et ça va venir perturber les relations que tu as au travail, ta façon à toi de prendre en charge tes responsabilités, etc., etc. Donc, le lien, il est flagrant, c'est que tous les enjeux que tu joues au travail qui sont au centre de ce que tu as à faire, trouvent leur origine au niveau de la famille et après à l'école, hein, mais d'abord dans la famille. Et quand on te transmet quelque chose qui ne te permet pas comment dire, ça ne te permet pas d'être en relation à l'autre, d'être à ta place et d'avoir du pouvoir. Va construire ta carrière avec ça. Là, tu vas ramer là, et tu ne comprends pas pourquoi en plus. Et c'est ça qui est terrible. C'est que c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question d'énergie, c'est pas une question de motivation. C'est juste que tu essayes de construire quelque chose avec une carte du monde qui est complètement biaisée, qui est mal foutue, avec des repères foireux. D'accord. Donc, si je résume, en fait,
dans la sphère professionnelle, on rejoue les relations qu'on a eues dans la famille, en gros. Oui. Voilà. Et a priori, c'est quelque chose que moi, j'imagine qu'on va plutôt aller travailler en thérapie. Ou qu'on va souvent aller travailler en thérapie. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes, toi, comme autre approche par rapport à ça? Parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, oui, je vois bien que je rejoue des choses de ma famille au travail, mais il faut que j'aille voir un psy parce que, je sais pas, c'est moi qui déconne ou enfin quelque chose comme ça. Alors, la thérapie, ça peut être utile, hein, je ne vais absolument pas dire le contraire. C'est utile quand vous avez des traumas, quand vous avez besoin de travailler sur votre intériorité. La thérapie, c'est pour travailler l'intériorité du patient. Et c'est très bien et on a souvent besoin de passer par là. Le problème, c'est que pour la vie professionnelle, ça ne suffit pas forcément. Ça ne suffit pas forcément. Pourquoi? Parce qu'au travail, on n'est pas là pour jouer notre moi et notre intériorité, on est là pour jouer notre soi professionnel, c'est-à-dire la posture professionnelle qui est la nôtre. Et souvent, quand on vient d'une famille toxique, on ne fait pas bien la différence entre sa personne et sa posture de travail. Et on est là pour jouer l'extériorité, c'est-à-dire on est là pour construire quelque chose qui est plus grand que soi, qui est plus grand que sa personne. Et donc, pourquoi je dis tout ça? On a besoin, pour penser la sphère professionnelle, de grilles de lecture qui appartiennent aux sciences humaines, mais qui ne se réduisent pas à celles de la psychothérapie. Donc, on a besoin de sociologie, on a besoin de philosophie, on a besoin de sciences de l'éduc, on a besoin d'anthropologie, on a besoin de penser les phénomènes, les situations, les rapports de force, ce que c'est que de construire quelque chose dans un espace social qui n'est pas un système clanique comme la famille, ça se joue autrement. Et un être humain, c'est pas juste une psyché psychologique avec des névroses. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. C'est un sujet social. C'est quelqu'un qui a une philosophie, qui prend des décisions d'après des conflits philosophiques qu'il ne voit pas forcément, mais qui sont là quand même. C'est quelqu'un qui est habité par des enjeux qui dépasse les questions de la thérapie. Donc la thérapie, oui, c'est utile. Si vous avez des traumas, allez-y, faites-le. On ne fait pas l'économie de soigner ces traumas quand on en a, mais ce n'est pas ça qui va forcément vous aider à construire un projet professionnel, à devenir le leader de votre business. Ce n'est pas ça qui va vous aider à comprendre les rapports de force dans les entreprises, parce que pour tout ça, il y a d'autres grilles de lecture, elles sont utiles et on en a besoin aussi pour prendre de la distance juste sur le fait que tout ne vient pas de notre psyché. D'accord, c'est clair. C'est très complémentaire en fait. Exactement, on a besoin des deux. On peut absolument aller en thérapie pour un trauma quelconque qui n'a même pas forcément eu lieu dans la famille, y découvrir qu'on a eu une relation, enfin une famille toxique, et tout d'un coup commencer à voir les implications dans la vie professionnelle et se dire ouais, mais là, la thérapie, elle ne va pas forcément m'aider. Ouais. Dans ces cas-là, on a recours à des personnes comme toi. On a besoin d'aller s'éduquer. Ouais. Et l'éducation, c'est pas que soigner les traumas, c'est gagner en pouvoir, c'est gagner en discernement, c'est gagner en esprit critique, c'est de l'autorisation à prendre une autre place. Oui, on voit bien justement en quoi les deux sont complémentaires quand il y a vraiment des choses lourdes qu'on peut difficilement traverser tout seul. Et justement, de l'autre côté de ce spectre, on va dire, il y a des personnes qui ont eu une famille, pas forcément traumatique, qui n'ont pas vécu d'événements traumatiques et qui pourtant ont des difficultés dans leur vie professionnelle. Et comment est-ce qu'on sait qu'on a reçu une éducation suffisamment toxique pour penser ça? Et que nos difficultés, elles pourraient venir de ça plus que du fait qu'on n'est pas doué ou...
Alors, on peut très bien avoir grandi dans une famille toxique, effectivement, sans qu'il y ait un trauma lourd, central, qui nous vient tout de suite à l'esprit. Simplement, grandir avec des relations insécures, ça conditionne le type de relation qu'on pourrait avoir ensuite. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ah, attends, excuse-moi. La question, c'est comment on sait qu'on a grandi dans une famille toxique et qu'on est concerné? Ouais. Tu es incapable de relations sécures au travail? Tu as tout le temps peur qu'on veuille te faire du mal, tu as toujours l'impression que dès qu'on dit un truc, c'est contre toi, tu as des problèmes avec l'autorité, soit tu es en conflit avec l'autorité, soit tu es en soumission totale à l'autorité. Tu refuses, toi, d'avoir des responsabilités parce qu'avoir de l'autorité, c'est horrible. Ça ferait de toi un méchant. Tu es coupé de ta créativité. Je ne parle pas juste des gens qui font un métier créatif, hein, on peut être créatif dans tous les métiers, mais toi, tu n'as pas le droit d'être créatif. Tu fais juste, tu reproduis en essayant d'être le plus conforme possible, en n'ayant rien qui vienne de toi. Donc, il faut juste faire ce qu'on t'a dit et n'avoir absolument, ne jamais diverger de l'attente. Être coincé entre une ambition faramineuse, son envie de faire des miracles, son envie de tout réussir, et en même temps le constat qu'on est paralysé, on n'arrive à rien faire. Tu vois, c'est-à-dire que hop, beaucoup d'ambition et totale procrastination en face. Souvent, c'est le conflit. Je veux être tout puissant et dans les faits, je suis impuissant. Et ça vient pas de nulle part non plus. Ça veut dire que on nous a transmis un rapport au pouvoir qui est un petit peu perturbé. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a eu un parent qui est un monstre. Hein. Ça veut juste dire qu'on a eu un parent qui lui-même avait probablement un petit peu de mal avec le pouvoir. On a des projets qui n'avancent jamais. Rien ne se concrétise jamais malgré tous les efforts qu'on peut avoir. Ça vaut le coup, quand on traverse ça, quand on vit ça, d'aller voir un petit peu du côté de l'éducation qu'on a reçue, parce que tout ça, ce sont des signes qu'on a un problème avec la relation, la place et le pouvoir. D'accord. Et dans ton expérience, quelles sont les conséquences d'une éducation toxique qui sont les plus récurrentes dans une carrière professionnelle? Si tu as des exemples éventuellement. Ouais. Ce qui revient le plus souvent de ce que j'ai vu, c'est que les gens qui sont nés dans une famille toxique sont en survie permanente. C'est-à-dire que déjà, ils sont en insécurité parce que ce qui se passait chez eux a fait qu'ils n'étaient pas rassurés. Et ils vont aller vivre leur vie professionnelle comme un espace de danger. Et donc, on va retrouver les 3 réactions au danger, c'est-à-dire le combat, la fuite et la prostration. Les gens qui sont dans le combat, on l'entend hein, dans leur discours, hein, ils sont le travail, c'est la guerre, je suis dans l'action permanente, si je me repose, ça va pas, les concurrents, ils vont nous dépasser, c'est la compétition absolue permanente, la colère permanente, c'est-à-dire que je vais entretenir la colère parce qu'elle me donne de l'énergie pour ensuite aller au charbon. Et on retrouve ça dans tous les discours du développement personnel en mode t'es un warrior, t'es le meilleur, lève-toi à 5 heures, fais des squats. Et puis pendant que les autres se reposent, toi, t'es au charbon. Bah, bon, on se calme. Ça va pas durer longtemps, hein, ce truc-là. Hein. On peut le faire hein, quelques années quand on est jeune, et puis un jour, on fait un gros burn-out, et on se rend compte que on n'a pas été éduqué pour être un humain, on a été éduqué pour être une machine de guerre, c'est-à-dire un objet. Hein. Une fois de plus, une machine, un objet. Quelque chose qui doit performer, et voilà, et c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est la première option, et donc ça a tout un tas de conséquences. Tu peux recevoir des gens qui sont en burn-out, parce qu'ils ont fait ça trop longtemps. Tu peux recevoir des gens qui sont à fond et qui viennent te demander comment faire pour être encore plus à fond. Donc, tu as ce genre de profil-là. Tu as des gens qui sont dans la fuite, c'est-à-dire que dès qu'il y a un conflit au travail, ils vont démissionner. Ils vont enchaîner les formations pendant des mois et des années pour essayer de se convaincre qu'ils ne sont pas prêts parce qu'en fait, ils ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur. Donc, c'est une stratégie de fuite, en fait. Alors, ils ont plein de diplômes, mais ils n'en font rien. Et ce n'est pas, comment dire, on va te dire c'est parce que c'est des intellectuels. Oui, d'accord, mais être un intellectuel, ça n'empêche pas de faire passer son savoir par ses mains. C'est ça, hein,
ce qu'on appelle l'incorporation du savoir, c'est que le savoir, c'est pas juste de la théorie qui fait bien quand on parle ou qui fait joli quand on a une belle bibliothèque derrière soi. Le savoir, tu l'incorpores, tu le fais passer dans ton corps et donc il va se manifester à travers tes actes. Et si le savoir passe jamais par le corps, c'est parce que le savoir te sert de fuite. Et donc, on a aussi des profils comme ça qui viennent pour essayer d'échapper à la confrontation avec tout ce que ça réveille comme angoisse de devoir construire quelque chose. Et donc, ils vont faire des formations, ils vont préférer ne pas gagner de sous, ne pas lancer leur activité, ne pas être indépendant, parce que tout ça, c'est des stratégies pour fuir. Et la troisième option, c'est ce qui se passe souvent, c'est la prostration, c'est-à-dire je me fige, je ne bouge pas. Et alors ces profils-là, soit ils ne bossent pas parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans l'action, mais c'est souvent aussi des gens qui vont, quand ils travaillent, se sentir harcelés, voire être harcelés pour de vrai, parce que ils ont le profil idéal de la victime qui ne va pas se défendre, parce qu'ils sont déjà figés. Tu vois, ce sont des gens qui sont déjà à un niveau très élevé de prostration, et juste tu lèves la voix, ils sont tétanisés, ils ne peuvent plus bouger. Et ces profils-là, eh ben, c'est des gens qui viennent et qui te disent « je suis harcelé par mon patron ou ma patronne, et ben, il me dit des horreurs, j'arrive pas à me défendre ». Et parfois, c'est même pas le patron avec autorité, hein, des fois, c'est les collègues, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place d'autorité, mais ils se retrouvent quand même en situation de ne pas pouvoir répliquer, de ne pas pouvoir dire non. Et en fait, c'est les proies idéales au harcèlement. Parce que aucun risque de représailles. Oui. Et là, tu vois que ce sont des gens qui sont complètement coupés de leur pouvoir. Et quand tu leur dis, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne répondez pas, pourquoi. Et en fait, ça ne leur vient même pas à l'idée qu'ils pourraient. D'accord. Ah oui. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, mais si je dis ce que je pense, je vais être le méchant et moi, je n'ai pas le droit. Ouais. Tu n'as pas le droit d'avoir du pouvoir, en fait. Je ne te parle pas de devenir un méchant, je te parle juste de ne pas être la serpillière du service, en fait. Je le dis de façon brutale et violente, mais ça veut dire ça. Ben, tu n'as pas le droit. Donc, ça veut dire que je suis complètement coupée de toute forme de pouvoir. Ouais. Pas juste dans la situation, mais dans ma tête, dans l'absolu, tout le temps, partout. Bon, ben là tu vas chercher dans la famille quelle représentation tu as eue de ce que c'est qu'avoir du pouvoir. Effectivement. Ça peut aller loin, en fait. Ça peut aller très, très loin. Ça peut pousser les gens au suicide. Hein. Ouais, et sans forcément que la famille ait été particulièrement violente physiquement, enfin, ou un trauma énorme. Et, là, quand même, là, je suis en train de parler d'un truc un peu poussé. Je pense que une famille juste légèrement dysfonctionnelle, tu n'arrives pas à ce genre de réaction. Moi, les gens qui viennent me voir, qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire partout où je vais, je me fais harceler, on me maltraite au travail, je dis rien, et presque je trouve ça normal, et en même temps, je sens bien que ce n'est pas normal, c'est pour ça que je viens vous voir. Quand tu grattes un peu, derrière, il y a des parents violents, il y a des parents psychologiquement maltraitants, potentiellement, il y a un parent pervers. Oui. C'est-à-dire qu'il t'a bien fait comprendre que, un, tu n'étais rien, deux, tu es là pour subir, et troisièmement, si tu te rebelles, si tu te défends, c'est parce que toi aussi, tu es mauvais, et puis tu es un peu comme moi quand même. Donc, en fait, dans ta tête, si tu te défends, tu deviens un gros méchant comme papa ou comme maman, et l'idée est tellement insupportable que tu préfères subir parce que te défendre, c'est avoir du pouvoir, et avoir du pouvoir, c'est être un gros salaud ou une très méchante. Ouais. Pour en revenir un peu plus à ta sphère à toi, voilà, l'éducation, avec quel public tu travailles. Donc, tu travailles plutôt avec des pros qui n'osent pas se lancer en indépendant et monter leur entreprise. Est-ce que tu vois un lien direct justement avec l'éducation qu'ils ont reçue et ce blocage à se lancer comme indépendant? Alors oui, j'ai beaucoup travaillé avec les indépendants qui avaient du mal à se lancer.
Je continue à le faire. Je travaille aussi juste avec des pros qui ont une éducation toxique, quel que soit leur métier, quel que soit leur projet. Mais oui, j'ai beaucoup travaillé avec les indépendants qui ont du mal à se lancer. Ce qui est caractéristique, c'est que tu peux pas avoir été éduqué comme un objet, te penser toi-même comme un objet, même si tu t'en rends pas compte. Hein. La majorité des gens se pensent comme des objets, je vais y revenir. Tu peux pas te penser comme un objet et devenir le leader de quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est pas possible parce que le principe de celui qui se pense comme un objet, c'est que il se met là où il croit qu'il doit se mettre, là où on lui dit de se mettre, il fait ce qu'on lui dit de faire, ou alors il est en totale rébellion contre ça, mais du coup il fait rien quand même parce que il a l'impression que s'il fait des choses dans la sphère sociale, il va forcément se soumettre et c'est insupportable, donc il va s'exclure et il fait plus rien parce qu'il n'est pas dans la société, il est en dehors. C'est le même problème à l'envers, mais en attendant, et toujours pas sujet dans la cité en train de construire quelque chose. Et pour pouvoir être sujet dans la cité qui construit quelque chose, tu es obligé de te penser comme un humain et plus comme un objet. Pourquoi je dis que les gens se pensent comme des objets? Quand tu les écoutes parler, tu vois bien qu'ils passent leur temps à se qualifier comme s'ils étaient des objets fixes. Moi, je suis comme si, je suis comme ça. Je suis comme ça, je ne changerai pas. Ou alors, je dois absolument changer parce que je dois m'optimiser, je dois me dévirusser la tête. Ils parlent d'eux comme d'un ordinateur cassé ou d'un ordinateur virusé. Et tout le discours du développement personnel les pousse à ça. Hein. Tu es responsable de la mise à jour, on se calme. Hein. Il y a un discours ambiant qui pousse à l'aliénation, c'est-à-dire qui pousse au fait de te regarder perpétuellement comme un objet. Si en plus ton éducation a fait que, là, tu es coincé, tu risques pas de devenir le leader de quoi que ce soit. Pour être leader, tu as besoin de te penser comme un humain, c'est-à-dire comme un sujet habité par des processus vivants. Parce que tu es habité par des processus vivants, tu vas bouger, tu vas créer des réponses singulières, tu vas être animé par l'envie de créer des choses et tu es habité par cette énergie-là qui va passer par le corps, comme je disais, le savoir qui passe par le corps. Tu vas incarner des choses, tu vas incorporer tout ce que tu apprends pour le transformer en acte. Et donc, tu es habité, tu es vivant, tu es dynamique, tu crées des choses et parce que tu fais tout ça, ça attire les gens qui ont envie de se nourrir de cette dynamique-là. Tu ne peux pas faire ça si tu te penses comme un objet. Et si tout le système qui essaie de faire de toi le petit maillon de la chaîne économique, qui se tue au travail tout en consommant ce qu'on lui dit de consommer, si tu es pris là-dedans, tu ne peux pas être leader de quoi que ce soit. C'est incompatible. Tu peux essayer, mais tu vas te prendre des murs, tu vas être épuisé, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Et en fait, c'est parce que tu es entravé de partout. Je ne sais pas si c'est clair la façon dont je l'explique. Alors pour moi, oui, mais peut-être pas forcément pour tout le monde. Et pour le coup, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus aux gens qui ne voient pas ce lien entre héritage familial et la façon de se projeter dans leur vie d'adulte, qu'ils aient envie ou pas d'être indépendants, parce que finalement, même quand on est salarié, on a une espèce de petite indépendance, on a quand même un petit peu j'espère, un peu de pouvoir sur la façon dont on fait les choses, même si c'est pas toujours évident, une structure où c'est vraiment pas évident. Bien sûr que quand on est salarié, on peut avoir sa forme à soi de leadership, d'autonomie, parce qu'on a des responsabilités là où on est, où que ce soit. Et normalement, une structure à peu près saine, c'est une structure où chacun se sent à sa place et se sent capable de faire ce qu'il a à faire en y mettant sa propre implication et son propre style. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont concernés? Si vous avez grandi dans une famille toxique, ça veut dire que vous êtes impacté par les 3 gros enjeux qui se jouent dans les familles et qui déterminent la vie pro. C'est comment on est en relation ou pas avec l'autre, sécure ou pas sécure, de façon protégée ou suradaptée ou pas, ou de façon créative. Premier point, on est impacté par ça. On est impacté par le fait que on a grandi à une place d'objet
et qu'on ne sait pas bien ce que ça veut dire être le sujet de sa vie, on ne sait pas ce que ça veut dire inventer sa place, on ne sait pas ce que ça veut dire d'être à un endroit où, quand on fait quelque chose, les autres nous renvoient la balle en nous disant « c'est bien que tu sois là ». Quand on ne vit pas ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et quand on ne l'a pas vécu dans sa famille, on ne comprend pas les règles, parce que ce sont des règles symboliques, ce sont des règles implicites, et comme on ne l'a pas éprouvé, ben, on ne peut pas les inventer tout seul, ces règles-là. On est concerné par ça aussi, et on est concerné par le fait de ne pas savoir comment exprimer son juste pouvoir de façon fluide face à l'autre, qui lui aussi exprime son pouvoir de façon saine et fluide. Tout ça, là, quand on est coincé avec ça, ça nous pourrit la vie pendant des décennies. Et on ne fait pas l'économie de ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire « oh ben c'est pas grave ». Non, si tu es coincé avec ça, ça va impacter les 40 ans de carrière que tu vas avoir. Et pas que la carrière, hein. Moi je parle des problématiques de boulot, mais ça vient toucher tous les domaines. Après, moi je ne suis pas conseiller conjugal, ce n'est pas mon boulot d'aller travailler les enjeux de la vie de couple, mais ça vient jouer là aussi. Ouais. Ça vient jouer sa façon d'éduquer ses propres enfants. Ça vient bousculer son rapport à l'argent. Quand tu n'as pas confiance, tu as confiance en personne. Quand tu vis en insécurité permanente, tu ne peux rien investir. Quand tu as des problèmes de pouvoir, l'argent, c'est la manifestation de ce que tu fais de ton pouvoir dans l'espace social. Si tu n'as pas le droit d'avoir du pouvoir dans l'espace social, personne ne va te payer pour rien. Hein. En effet. Donc, ça vient jouer partout. Ça vient jouer partout. Si vous êtes concerné par ça, moi, j'ai préparé là une conférence en ligne qui va parler de ce sujet-là. Donc, si vous êtes concerné, allez voir dans le descriptif. On va en parler de façon plus approfondie. Inscrivez-vous. Ça pourrait bien changer le reste de votre vie. Donc, allez-y. Allez-y. Non, mais sérieusement, on ne fait pas l'économie du travail de ces sujets-là quand on est concerné. On ne peut pas. Ouais. On ne peut pas. Ça coûte trop cher de pas regarder. Absolument. Ça coûte bien plus cher qu'une thérapie. Ou qu'un accompagnement professionnel. Et justement, est-ce que l'éducation toxique, on peut en sortir seul? Parce que moi, j'ai quand même autour de moi des personnes qui sont plutôt, et puis ça peut me concerner aussi, du type autodidacte, hein, qui vont aller chercher l'information, comprendre les choses, décortiquer, etc. Est-ce que c'est possible de vraiment s'en sortir tout seul? Ou est-ce qu'il est préférable d'avoir un accompagnement? Alors, à titre personnel, je pense qu'on ne peut pas en sortir seul. Je vais te dire pourquoi. L'éducation, c'est notre premier rapport à l'altérité. Tu es dans le ventre de ta mère qui est tout seul. Hein. Tu sors, premier contact avec l'altérité, rapport fusionnel avec le sein de maman. Tu vois. Mais ça reste de l'altérité, même si à ce moment-là, tu n'en es pas conscient. La famille, c'est ton premier apprentissage de l'altérité. Et quand ça s'est mal passé, eh ben, l'altérité devient une menace. Donc, tout rapport à l'autre devient une menace. Donc, je fréquente que des gens qui sont comme moi, voire je fréquente personne. Ça, t'es tranquille. Mais tu te retrouves avec un rapport à l'altérité qui est dévoyé. Et le problème, c'est que l'altérité, c'est ça qui te permet de grandir, de bouger, de changer de façon de penser. Si l'altérité est une menace, parce que le milieu dans lequel tu as grandi était insécure, pas forcément, tu n'as pas forcément grandi chez les Fourniret, tu vois, mais tu n'es quand même pas en sécurité. Eh ben, tu es bloqué dans certains apprentissages. Tu vas pouvoir apprendre de façon théorique, hein, tu vois, comme l'autodidacte, tu vas lire les bouquins, mais quand on apprend en autodidacte, qu'est-ce qu'on fait? On retient ce qu'on a envie de retenir. Quand ça nous chatouille un peu trop, hop, on saute les pages. Tu vois, et tout seul, tu vas là où ça te maintient dans ce que tu penses déjà. Ouais. Parce que l'altérité, c'est l'autre en face de toi, c'est l'autre avec un grand A aussi. Et c'est l'autre en toi, c'est-à-dire que c'est la partie de toi que tu ne contrôles pas et qui te fait faire des trucs que tu n'as pas envie de faire et qui vient te chatouiller. Et donc, tout ça là, pour retravailler ton rapport à l'altérité, tu as besoin de recréer un lien sécure avec une autre personne. Ouais, et lorsque tu vas faire ça,
Tu vas pouvoir commencer à faire rentrer des choses nouvelles dans ta tête, te dire, tiens, finalement, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, ce qu'elle m'a dit, là, l'autre, là, ça fait mal un peu quand même, hein, mais bon, peut-être elle a raison, mais ça fait chier. Voilà. Et petit à petit, tu vas commencer à pouvoir faire rentrer de nouvelles choses dans ta tête. Donc, c'est très bien d'être un autodidacte pour apprendre la peinture ou la sculpture sur bois ou l'économie au 19e siècle. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais à partir du moment où on touche à des enjeux qui sont les enjeux de ton humanité à toi, de ton processus de changement, tu as besoin de faire rentrer de l'altérité dans ta tête pour de bon. Tu as besoin de faire rentrer du tiers. Sinon, tu es dans une bulle dans ta tête et tu tournes en rond. Et là, tu deviens un objet pour de bon, c'est-à-dire que ta tête, c'est une mécanique qui tourne toujours de la même manière. Et tu te sens aliéné, et tu te sens enfermé, et tu étouffes. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'y a pas d'air frais qui rentre. Ouais. Ah bah oui, l'altérité, c'est... de toute façon, c'est... on arrive à savoir qu'on existe parce que quelqu'un nous regarde, parce que sinon, on ne sait pas. Et oui, c'est ça. Ben, si ton rapport à l'altérité et à l'autre a été menaçant, angoissant, anxiogène, pas sécure, tôt, eh ben, l'autre potentiellement, tu peux pas lui faire confiance. Donc, tout ce qu'il va te dire, ça rentre pas dans ta tête. Et si ça rentre pas dans ta tête, eh ben, tu bouges plus. Eh oui. Eh oui. Et donc, une fois qu'on réalise ça, qu'on commence à avoir des petits bouts, de se dire, ah, mais ouais, mais peut-être qu'effectivement, j'ai eu une éducation toxique. On voit pas trop bien le degré ou exact. Et quand on commence à regarder ça en face et qu'on commence à la mettre en travail, qu'est-ce qu'on peut espérer sur la carrière? Eh ben, changer de posture. C'est-à-dire qu'au lieu de te mettre là où on t'a dit de te mettre, tu seras pharmacien parce que papa l'était pas. Tu vas faire les choses comme ça parce que moi je t'ai dit qu'il fallait les faire comme ça. Je vais essayer de faire ce qui marche même si j'ai pas envie parce que c'est ça qui marche. Voilà. Ben, au lieu de faire ça, au lieu de faire ce qu'on te dit de faire et d'essayer de te conformer à un idéal ou au contraire de te rebeller pour ne rien construire, ben, à la place, tu te mets à gagner en autonomie et en leadership sur ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un grand leader politique. Quand je parle de leadership, je parle du fait de devenir auteur de tes choix, de tes actes, de tes projets. C'est-à-dire que tu te mets volontairement à l'origine d'eux. Avant, tu n'y arrivais pas. Aujourd'hui, tu peux. Parce qu'aujourd'hui, tu es sorti de la place d'objet. Tu peux devenir sujet. Tu es en mesure de recréer des relations sécures avec les gens alors qu'avant, tu ne pouvais pas. Et tu as appris à mobiliser ton pouvoir plutôt que d'être soit dans le fantasme d'un truc parfait, soit dans l'impuissance et le désespoir de ne jamais être à la hauteur de ce que tu as imaginé. À partir du moment où tu travailles ces enjeux-là, tu peux te mettre à l'origine des choses et poser des actes et faire passer tes idées par le corps. Tu parles souvent de ça, hein, du fait qu'à un moment donné, il faut que ça passe par le corps dans le concret, quoi, en fait. Ben oui. On peut tous se dire, dans ma tête, j'ai inventé le super scénario du super futur film, ça va être génial. Et puis, c'est juste dans ta tête et c'est rien du tout, en fait, du vent. Ah, c'est jouissif, attention, je ne dis pas que cette partie de fantasme, de griserie, elle n'est pas intéressante et elle n'est pas importante. C'est là que tu as les idées. Mais ces idées-là, si tu les confrontes jamais à la réalité, eh ben, tu es un gamin tout puissant. Je prends souvent cet exemple-là. Tu as un ado qui veut devenir une rockstar. Très bien, mon chéri, tu veux devenir une rockstar, je comprends. Et tous ceux qui sont devenus des rockstars, à un moment donné, ils ont rêvé qu'ils allaient en devenir une. C'est très bien. Sauf que maintenant, tu vas prendre des cours de guitare, tu vas te faire mal aux doigts, tu vas faire ça plusieurs heures par jour, et puis on va voir si ton désir colle avec la réalité et avec le niveau de contrainte que tu es capable d'encaisser. Il y a ceux qui vont qui vont encaisser la contrainte, parce que le désir est assez grand et parce que les compétences permettent d'eux, puis tu as des gens qui vont arrêter. Mais si tu fais jamais passer le désir et les idées et les théories par le corps, eh ben, tu peux fantasmer d'être une rockstar pendant 50 ans. Ouais, effectivement. Et elle est là, la toute-puissance, la dérive de toute-puissance. Parce que quand on parle de toute puissance, c'est pas juste je suis un connard et puis ou une connasse et je profite des gens parce que je me sens supérieur. Non, la toute puissance, on y a tous droit. C'est ce fantasme-là de
je pourrais faire les trucs sans effort, j'ai les idées formidables et personne ne me comprend, mais j'arrive à rien concrétiser. Mais dans ma tête, c'est génial. Ah oui, bah oui, mais tous, on peut jouer à ça, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et après, voilà, on se confronte à la réalité. On veut faire de la danse et puis en fait, on n'est pas souple du tout. Alors, c'est pas qu'on peut pas en faire, mais on ne pourra pas forcément en faire au niveau qu'on avait rêvé. Par exemple. Quoique, pour certains, ça peut être un moteur. Mais à un moment donné, il faut y aller, il faut mettre les chaussons, il faut aller dans une salle, il faut mettre la musique, il faut se bouger, quoi. C'est ça. Et c'est valable dans tous les domaines. Et le nombre de gens qui passent des diplômes et qui n'en font rien derrière, ils sont dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils fantasment d'être le plus gros expert de ceci, cela. On le voit beaucoup dans les métiers de praticien. Hein. On veut toutes les techniques du monde parce qu'on veut avoir tous les outils. Et en fait, on ne fait rien parce qu'on croit que c'est l'outil qui va nous rendre tout puissants et que celui-là, il n'est pas assez bien, il y en a un autre qui… Mais en fait, c'est une illusion. C'est une illusion. Et tant que tu joues à ça, tu fuis ta peur d'être confronté à ta normale incompétence et à ton impuissance à ne pas pouvoir transformer l'autre à ta guise. Ouais. On se prend les limites dans les dents, quoi. Ben oui, mais tant mieux, parce que si tu étais en tant que praticien, tu avais le pouvoir de transformer l'autre à ta guise, bah tu serais dans la toute-puissance et tu serais un gourou. Tu ne serais plus un praticien. Absolument. Voilà. Et tant que tu ne comprends pas ça, bah, tu es coincé. Et tu ne pratiques pas et tu ne lances pas ton activité. Je vois ça aussi un petit peu de l'autre côté, à savoir qu'il y a des gens, ils ne veulent pas travailler avec toi si tu n'as pas une liste longue comme le bras de diplômes, de formation, de machin, ils ne te trouvent pas légitime. Genre, ça peut aussi être là, que quelque part dans leur tête, ils pourraient se dire, mais ouais, mais elle me plaît bien cette personne, mais elle n'a pas les diplômes, alors je ne vais pas y aller. Alors que ce serait dommage, il y a peut-être une occasion qui est ratée. Et c'est dommage. C'est de la même manière, c'est le fantasme qu'il existe des gens tout puissants avec tous les diplômes et qui, eux, vont pouvoir venir me réparer ma tête. Voilà, c'est ça. Et dire, si tu fais ça, ça et ça, tu vas voir, ta vie sera belle. C'est ça. C'est une posture d'impuissance, là. C'est pas moi qui vais faire un travail pour travailler, pour changer tel truc dans le cadre de quelqu'un qui va m'accompagner. Non, il faut que l'autre soit tout puissant, qu'il ait tous les outils de la Terre et c'est lui qui va me réparer. Et en fait, c'est un fantasme très infantilisant de papa, maman tout puissant qui sait à ma place et qui va me dire ce qu'il faut que je fasse. Mais du coup, si ça marche pas, c'est sa faute. Parce qu'on retrouve les conflits entre la toute-puissance et l'impuissance, là. Ouais, c'est vraiment partout. Et j'imagine que tu n'es pas arrivé à travailler ces sujets spécifiques, pareil, de manière que ça ne vient pas de nulle part. Et qu'est-ce qui, dans ta propre vie, t'a vraiment aidé à gagner en autonomie et en leadership? Ouf! Tu sais, il y a un prof de sciences de l'éducation qui s'appelle Jacques Ardoineau, je le cite souvent, il disait « On ne travaille que les sujets qui nous travaillent ». Donc, si je suis allée questionner ces sujets-là, c'est parce que, d'une façon ou d'une autre, ça m'arrangeait bien d'aller chercher des réponses à cet endroit-là. Qu'est-ce qui m'a permis de gagner en autonomie et en leadership? La certitude qu'il existait des réponses quelque part et que je finirais par les trouver. Voilà, parce que je suis une enragée. Quand je veux, ça, on voit, tu vois, là, c'est mon mode combat voilà, qui sort, là. C'est que je suis une enragée. Et si je veux comprendre, ça prendra le temps que ça prendra, mais je trouverai la réponse. Et ça m'a pris des années pour les trouver, les réponses, mais je les ai trouvées. Et donc, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et ça m'a fait gagner en leadership de deux manières. D'abord parce que j'ai trouvé des réponses qui me conviennent à moi et que je veille à rendre utile aux autres, mais aussi parce que j'ai cherché les réponses avec beaucoup de ténacité et j'ai trouvé. Et donc, à partir du moment où j'ai ce sentiment-là que, quel que soit le problème, quel que soit l'enjeu, si je me donne les moyens, si je vais consulter les bonnes personnes, si je vais lire des bouquins, si j'assume de remettre en cause ce que je pense, je finirai par trouver quelque chose d'utile à ce qui se passe.
C'est peut-être une illusion, hein, parce que des fois, tu te casses la jambe et il n'y a rien à apprendre là-dessus, juste t'as glissé, c'est pas de bol. Et il ne s'agit pas forcément de trouver des messages de sagesse dans tout et n'importe quoi. Mais s'il y en a un, je veux le trouver. Donc, il y a ce truc-là, voilà. Cette certitude-là, ce qui a été déterminant, c'est ma rencontre avec les sciences de l'éducation, parce que ça m'a donné des clés conceptuelles pour penser tous ces enjeux-là. Et c'est ça mon style à moi en tant qu'intervenante, c'est de trouver les enjeux cachés derrière ce que la personne me dit et de lui dire, ben voilà, ce que tu es en train de vivre là, ça se joue comme ci, comme ça crée des tensions là, et si tu le dénoues comme ça, tu vas peut-être pouvoir te positionner autrement. Et ça marche. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. La rencontre avec mon prof, qui s'appelait Michel Vial, ça a été déterminant. Qu'est-ce qui a été déterminant aussi? Comprendre comment fonctionne le système nerveux et les mécanismes de survie. Ça a été très, très important. Et un autre point qu'on oublie beaucoup, ce qui a été déterminant dans le déploiement de mon leadership, ça a été d'accepter que j'ai été clivante, que je le veuille ou pas. C'est-à-dire qu'avant, j'étais clivante, je le vivais mal parce que ce que je disais, ce que je faisais, ma façon de penser, ça provoquait beaucoup de réactions et d'enthousiasme et d'intérêt, mais aussi beaucoup de rejet parce que je disais des choses un peu bousculantes et avec des mots qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et je vivais mal ce rejet-là parce que je ne le comprenais pas. Et à partir du moment où j'ai accepté, que j'ai compris ce que ça voulait dire, que j'ai compris ce que c'était que le transfert, que j'ai compris comment fonctionnaient les projections sur l'image, j'ai assumé d'utiliser ça, de le mettre à mon service. Ouais. C'est que les réactions de rejet n'étaient pas forcément contre toi personnellement, mais contre ce que ça racontait et là où ça touchait les personnes, en fait. C'est ça. Et puis, contre l'image qu'elles peuvent se faire de moi de façon purement arbitraire et libre à elles. Mais moi, je n'ai pas à le prendre personnellement. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que quand on est clivant, ça veut dire aussi qu'on a cette possibilité de fédérer un groupe. C'est-à-dire que si tu n'es pas clivant, ça veut dire que ce que tu dis, c'est extrêmement neutre, extrêmement plat, que tu ne prends aucun risque et éventuellement que tu n'as rien à dire aussi. Oui, c'est plutôt une attitude prostrée alors. Pas voilà. Faire de vagues. C'est ça, pas faire de vagues ou ne pas avoir développé suffisamment ton point de vue et ta pensée pour avoir un truc qui sort un peu de l'ordinaire à dire. Ça arrive aussi. Hein. On ne peut pas non plus faire croire à tout le monde que tout le monde a un truc passionnant à dire. C'est pas vrai. Non, si tu n'as rien à dire, eh ben, forme-toi et va développer une pensée singulière. Mais à partir du moment où tu as une pensée singulière, ça provoque des réactions. Et ces réactions-là, c'est la preuve qu'il y a une forme de leadership qui est possible. Voilà. Ok. Et pour ça, il faut comprendre et assumer les projections et le transfert. Et oui. Et bon, voilà. Un sujet un petit peu similaire, c'est pourquoi est-ce que tu veux absolument transmettre ton savoir et ton expérience aux autres, plutôt que de faire une chaîne TikTok de cuisine, un truc à la mode, du trading, je sais pas. Pourquoi je fais pas ça Je pourrais, hein. En fait, je pourrais. En fait, non, je pourrais pas, j'y arriverai pas. Je pourrais théoriquement, tu vois, mais j'y arriverai pas parce que d'abord parce que ça m'intéresse pas, je m'en fous. Ensuite parce que du moment que c'est à la mode, ça veut dire que c'est là qu'il faut être et donc c'est pas là où moi je peux exprimer mon style et ma façon singulière de penser. Si tout le monde fait le même truc, ça veut dire que soit tu es le premier à l'avoir fait et c'est toi qui as lancé la tendance, très bien, mais si tu es le millième, ça veut dire que tu es un objet, tu te mets là où on t'a dit de te mettre et c'est vide et c'est creux et c'est pas habité et ça n'attirera personne et ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens pour toi. Moi, ce qui fait sens pour moi, c'est de transformer mon merdier à moi en fertilisant universel. C'est-à-dire que mon merdier, que j'ai mis des années à décortiquer, à nettoyer, à transformer, à comprendre, je le transforme aujourd'hui en quelque chose de beau, en quelque chose qui a de la gueule, en quelque chose qui est utile aux autres. Et je leur apprends
à transformer leur propre merdier en fertilisant universel. Je trouve ça beau. Voilà. Et j'ai pas envie de faire des recettes de cuisine sur TikTok parce que ça n'a pas de sens dans mon histoire à moi. Ça a peut-être du sens dans l'histoire de plein de gens, tant mieux pour eux. Mais ça n'a pas de sens pour moi. Et je pense qu'on est bien au travail et qu'on est heureux au travail quand on fait quelque chose qui fait sens à la fois pour soi et pour l'autre. C'est-à-dire que on met ses compétences au service de la construction d'un truc qui nous enthousiasme, qui nous donne envie de nous lever le matin, et en même temps, c'est utile à un groupe social qui nous dit c'est bien que tu fasses ça, et en plus, je vais te payer pour ça. Et moi, avec, je vais pouvoir faire des trucs cool. Tu vois. Et là, ça devient beau, tu vois. C'est-à-dire que les compétences que tu as développées pour essayer de survivre à un système qui ne te convenait pas, c'est des compétences que tu peux mobiliser ailleurs pour les transformer en autre chose et en quelque chose qui favorise le vivre ensemble, qui favorise la construction de la cité et la pérennisation de ce qui compte. J'espère que c'est un beau programme et c'est vers ça que j'entraîne les gens. Et quand je forme des gens à se lancer en tant qu'entrepreneur ou simplement à essayer de mieux vivre leur vie professionnelle, c'est pas en train de leur dire un jour tu seras à Dubaï assis sur un capot de bagnole en location. Je leur dis pas ça, c'est horrible. Non, ce que je leur dis, c'est un jour. En tout cas, ça me va pas. Un jour, tu vas te sentir là où ce que tu fais a du sens et pour toi et pour un groupe social. Quand je dis pour la communauté, ça ne veut pas dire pour tout le monde, mais il y a un groupe social qui a besoin de ce que tu sais faire, de ce que tu sais, de ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir transformer ça en quelque chose d'utile. Même si c'est, tu deviens boulanger, tu fais du pain tous les jours, il y a des gens qui ont besoin d'aller en acheter pour bouffer. Et c'est beau et c'est utile. Et toi, tous les jours, tu mobilises ta ressource pour faire un beau produit dont tu es fier. Eh bien, c'est ça le mode de réussite au travail que je propose. C'est celui-là. Et pour pouvoir le faire, il faut retravailler la relation, la place et le pouvoir pour avoir des repères qui sont sains et qui te permettent d'agir. Parfait. Moi, ça me va. Hein, je signe où? Déjà, on s'inscrit sous la vidéo et on réserve sa place pour la prochaine conférence. Et on aura de la matière en plus pour penser. Ouais, super. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose à tout ce qui a déjà été dit? Là, tout de suite, non. Je pense que j'ai bien développé ma pensée. Je voulais te remercier, Rachel, d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions pertinentes. Tu fais ça très bien. J'espère que tu reviendras poser de nouvelles questions parce que c'est dynamique, c'est joyeux, ça me plaît. Ben, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview. Merci de m'avoir proposé de faire, de jouer à ça. Et puis, ouais, rendez-vous une prochaine fois sur d'autres sujets. Au plaisir, avec plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas, vous écrivez sous la vidéo dans l'espace commentaire et puis abonnez-vous. Et si vous connaissez des gens qui sont concernés par les problèmes de boulot et les familles toxiques, n'hésitez pas à leur transmettre parce que ça pourrait bien leur changer la vie aussi. Merci pour eux et puis merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très bientôt. Au revoir. Bientôt, au revoir.